Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour lire un nouveau livre qui m'a été gracieusement offert par ma tante, que je remercie chaudement. Ce livre s'appelle La tribu des loups de la trilogie Les enfants de la louve. J'espère que cette nouvelle histoire vous plaira. Installez-vous confortablement et c'est parti. Introduction. Il y a 15 000 ans, un immense glacier recouvre tout le nord de l'Europe. Dans les espaces libres de glace, des hommes vivent de chasse et de cueillette. Les archéologues les appellent Magdaléniens, du nom de l'abri préhistorique de la Madeleine en Dordogne. L'été, ils parcourent la toundra à la poursuite d'immenses arcs de rennes. Avec leurs saguets, lancés au moyen de propulseurs de leur invention, ils chassent également l'antilope, le cheval, le rhinocéros et le mammouth. Ils complètent leur alimentation par des fruits, des baies, des noix et des racines. L'hiver, ils se réfugient dans de grands abris sous roches, situés au cœur de vallons, protégés des vents incessants de la toundra. C'est dans cette toundra, près de l'abri où sa horde a élu domicile depuis des temps immémoriaux, qu'Erel va vivre le début de son aventure avec Sable. Chapitre 1. Tu vois ce point là-bas, au loin, tu entends ce bruit. Erel avait vu juste. Un point grandissait à l'horizon, dans un grondement de plus en plus net. Bientôt, elle put mieux le distinguer. Un bison fonçait dans la toundra. Très vite, une autre forme en mouvement apparut à sa suite, une course plus souple, celle d'un félin. Ils arrivaient droit sur elle et petinaient. Un coup d'œil alentour confirma les craintes d'Erel. Pas un arbre dans cette toundra infinie, et l'abri était trop éloigné pour y courir. Ils avaient vraiment poussé leur curiosité trop loin, juste pour observer le départ de leur père, qui était beau-frère, et menait l'expédition des chasseurs vers le sud, à la rencontre des rennes. Et maintenant, Petiné et Erel étaient seuls, si loin de leur vallon, sans la permission de leur mère, bien sûr. Le bison fut vite sur eux, ils eurent juste le temps de plonger derrière un rocher plat. Ils y restèrent terrés et virent le tigre sauter avec élégance par-dessus leur tête, son ventre blanc les frôlant sans pour autant lui faire baisser l'allure. Ces tigres étaient redoutables, très grands avec deux longues dents pointées vers le bas qui sortaient de leur gueule. Les hommes les nommaient d'ailleurs longues dents. Les ans ne se relevèrent que bien plus tard, encore choqués par ce qu'ils avaient vécu. Erel, au lieu de courir en direction du grand abri de pierre de la horde, grimpa sur le rocher pour chercher une cachette du regard. « Tu es folle, il faut rentrer au plus vite. » Sans répondre à Petiné, elle observa les alentours. À 100 coudées à l'est, elle remarqua un groupe de rochers. Il y aurait sûrement une fente où se glisser. Au moment où elle allait rejoindre son cousin affolé, elle aperçut un mouvement à l'horizon. La course tranquille d'un grand animal clair. Bredouille, ayant abandonné la poursuite, le tigre avait repéré des proies plus faciles. Il avait senti une odeur au passage du rocher, un instant plus tôt, celle de l'homme. « Viens, suis-moi sans poser de questions. » Prenant Petiné par la main, Erel détala en direction des grands rochers. Ils coururent de toute leur force. Parvenus à leur but, ils foncèrent sur une étroite fissure entre deux rochers. Soudain, ils stoppèrent net. Longue-Dent leur avait barré la route. Erel planta son épieu aiguisé dans le sol et dévia le fauve pendant qu'elle faisait signe à Petiné de placer une saguet dans son propulseur. Ils mourraient unis en luttant pour leur survie et connaîtraient trop tôt le pays des chasses éternelles où les âmes des morts allaient. Le tigre se prépara à bondir, il ne ferait qu'une bouchée des enfants. Petiné allait lancer sa saguet quand, dans un concert de hurlements, une dizaine de loups les entourèrent. Dérangé dans son attaque, Longue-Dent, plein de rage, tenta de les pourchasser un à un sans succès. La poursuite du bison l'avait fatigué, il
qu'il n'était plus tout jeune. En un instant, les deux cousins s'engouffrèrent dans la fissure, sans chercher à comprendre. La cachette se révéla profonde, parfaite pour deux enfants, mais heureusement trop étroite pour un tigre adulte, et ils étaient sauvés. Ils s'y blottirent et regardèrent la scène. Erel, grande observatrice des loups, remarqua qu'il n'y avait que des femelles qui agaçaient le fauve, l'empêchant de riposter. La femelle dominante était magnifique avec son pelage couleur sable. Elle dirigeait les attaques contre le tigre, rendu fou par le défi de ses louves unis contre lui. Les adversaires s'étaient peu à peu éloignés des enfants. Soudain, la meneuse reçut un coup de griffe à la patte et s'enfuit, suivie par la meute. Le tigre hésita à leur donner la chasse, puis il renonça et s'en alla en marchant dans la direction opposée au rocher. Quand il eut disparu de la vue des cousins, toujours terrés dans leur cachette, Erel soupira et sourit à petit nez. « Je crois qu'on a eu de la chance, il nous a oubliés. » Sable faisait face, son poil hérissé formant comme une crinière. Elle montrait ses crocs à la meute, ses babines retroussées écumaient de rage. Depuis tant de lunes, elle avait mené les loups à la chasse. Elle était la femelle dominante. Ses compagnes se souvenaient-elles comment elle les avait dirigées dans la chasse du jeune rhinocéros laineux égaré dans la brume. Il avait vaillamment lutté 3 jours durant, éprouvant leur patience avant de s'embourber. Les louves étaient affamées et sa chair abondante les avait sauvés. Elle avait été une bonne meneuse, mais désormais blessée à la patte, elle ne pouvait plus les commander. Sable mobilisait ses dernières forces. Elle sentait s'agiter les louveteaux qu'elle portait dans son ventre. Ils naîtraient avant la nouvelle lune. En période de famine, une louve blessée sert de repas à ses congénères et à leurs petits. C'était son tour à présent. La noire attaquerait la première. C'était son rôle. Mais Sable défendrait sa vie pour les petits qu'elle attendait. Non, elle ne les laisserait pas se faire dévorer dans son ventre. Cependant, elle devrait céder la place à une femelle plus jeune et valide. La noire la provoquait depuis plusieurs mois. Elle se tenait toujours prête à défier son statut de dominante. Si la raison avait été meilleure, ses semblables l'auraient simplement abandonnée, et la noire aurait conduit les louves dans la toundra à la poursuite de l'immense arbre de reine. La nuit, elle serait allée en silence manger les carcasses abandonnées par les hommes près de leur campement, s'organisant pour écarter les hyènes. Mais la saison froide se poursuivait et les rennes tardaient à revenir. Si les loups étaient restés autant de temps près du vallon, c'est parce qu'ils profitaient des restes laissés par les hommes de l'abri. Ils les côtoyaient depuis des générations et dépendaient d'eux pour leur survie. Bien souvent, la dépouille d'un mammouth, d'un cerf géant à grand bois ou d'un bison adulte, animaux auxquels ils n'osaient s'attaquer, leur avait permis de résister à l'hiver. Au printemps, lorsque la harde revenait, ils se remettaient à chasser en suivant les hommes. La meute se tenait à bonne distance de ces hommes qui ne les tuaient pas comme d'autres l'auraient fait, surtout l'hiver quand tout devient proie. Mais la horde qui les nourrissait avait d'autres habitudes. Elle hivernait dans son grand abri du vallon. Ces redoutables chasseurs n'hésitaient pas à enfumer l'ours dans sa grotte avant de l'attaquer à l'épieu lorsqu'il sortait. De même, ils tuaient le tigre à longues dents avec un courage que les loups n'avaient pas. Ensuite, ils se vêtaient de leur peau ou s'y enroulaient pour dormir auprès du feu sous la voûte de pierre de leur abri. Mais les loups, c'était tout juste s'ils les chassaient avec leur fronde lorsqu'ils s'aventuraient trop près de leur campement. Tout n'allait pas si mal, malgré la faim qui lui faisait mal au ventre, lorsque Sable et sa meute avaient croisé la route de 2 enfants menacés d'être dévorés par un tigre. Cela avait été plus fort qu'elle, il fallait qu'elle les sauve, comme s'il s'agissait de ses propres petits. C'était elle la meneuse, et elle avait décidé d'attaquer le tigre pour leur permettre de se cacher. Les louves avaient dû obéir. La blessure que la griffe du tigre avait infligée à sa patte ne mettrait pas sa vie en danger. Mais après avoir épuisé ses dernières forces dans la fuite, elle boitait trop pour continuer à diriger la meute. La noire conduisit une manœuvre que Sable connaissait bien. Elle faisait mine de l'attaquer pour tester ses réactions et trouver son point faible. Les femelles avançaient et gardaient leur position. Bientôt, elle se trouva dos au grand rocher, sans issue pour fuir. Soudain,
concert de grognements s'intensifia. Elle s'élança tout gros dehors. Mais avant de toucher le sol, elle tressaillit et retomba devant sable comme une branche morte. Une pierre ronde ricocha avant de frapper une autre assaillante, déclenchant des jappements affolés. Alors d'autres pierres s'abattirent à un rythme très rapproché, accompagné du sifflement caractéristique des frondes. D'abord paniquée, la meute se détourna de sable et chercha la source de l'attaque. Mais la pluie de pierres continuait et bientôt, sous la conduite apeurée de la noire qui s'était ressaisie, ce fut la débandade générale. Les bêtes affolées se dispersèrent en tous sens parmi les bosquets. Le regard de sable se porta instinctivement vers le sommet du grand rocher. Deux longues silhouettes se découpaient dans la lumière du crépuscule. Deux silhouettes qu'elle connaissait déjà, celles de deux enfants. Chapitre 2. Tu sais, grand-père, après avoir chassé avec nos frondes les louves qui voulaient la tuer, nous sommes restés à regarder la grande femelle couleur sable lécher ses blessures. Elle semblait attendre qu'on descende vers elle, mais avec Petit Nez, on n'a pas osé bouger de notre rocher. Alors elle est partie en boitant vers la forêt. Le grand-père d'Erel, le vieux trois doigts, tisonna le foyer d'un geste machinal à l'aide d'un long bâton noirci par le temps. Puis il but une gorgée d'infusion de saule pour calmer sa douleur au bras gauche. Malgré les années écoulées depuis l'attaque de l'ours dont les griffes lui avaient emporté deux doigts de la main gauche, il en souffrait encore. Qu'as-tu lu dans les braises, grand-père? Le feu sembla répondre à sa place. Une bûche explosa en mille étincelles qui illuminèrent la nuit, comme un bouquet d'étoiles surgit dans le ciel entre deux passages nuageux. La question de l'enfant résonnait encore dans l'air, mais trois doigts se taisaient. Il se tenait assis en tailleur, et son regard clair brillait sous son bonnet de cuir. Ses vêtements de peau ornés de petits coquillages indiquaient immédiatement qu'il était le guérisseur de la horde que tous appelaient avec respect l'homme sage. Ses mocassins fourrés de mousse étaient décorés de perles d'os. « Je vais te répondre, » répondit enfin l'homme sage. « Les braises ont-elles envoyé des signes ?» le coupa Erel, trop curieuse pour se taire. Elle terminait de démêler ses cheveux noirs, laissés longs pendant la saison froide, à l'aide d'un peigne d'os. Son charmant visage rond de jeune fille frappait d'abord par ses hautes pommettes. Ses yeux avaient la couleur de l'érel mûr qui lui avait donné son nom d'enfant. Sa tunique de peau était teinte en rouge, comme celle de toutes les filles de son âge. Dans 2 printemps, elle changerait de nom après les épreuves d'initiation qui feraient d'elle une femme. Tout en elle respirait la douceur, mais sa force physique et sa taille lui valaient tantôt l'admiration, tantôt la crainte des garçons. Erel et son grand-père étaient assis autour du foyer. « Tu es trop impatiente, ma petite, j'ai écouté ton histoire. À toi d'entendre encore une fois celle de notre horde. Tu crois la connaître, mais maintenant tu vas la comprendre. À une époque lointaine, la horde était dirigée par un chef fort et respecté. Il avait agrandi notre territoire de chasse et repoussé une invasion de chasseurs ennemis. Trois doigts désigna à Erel la corne d'un rhinocéros laineux, noirci par la fumée, solidement fixée dans la paroi d'où elle semblait surgir, comme si la puissante tête de l'animal allait suivre. Ce chef tua ce longue corne sous les falaises de l'ouest, après 3 jours de poursuite. Épuisé, l'animal lui fit face et se rendit. Le chef s'approcha, lui parla doucement et avec respect, le remerciant d'offrir sa chair, ses os, sa peau et son immense corne à la horde. Puis il se glissa sous son énorme ventre et lui enfonça un épieu effilé en plein cœur. Comment s'appelait ce chef? S'enthousiasma Erel, comme si elle entendait ce récit pour la première fois. Cette fois-ci, en effet, elle le comprenait vraiment. Son nom était tout simplement Loup. Un jour, ce jeune chef avait conduit une attaque contre la meute de loups qui disputait les rares reines rescapées du mal ayant décimé la harde. Un mal semblable à celui qui a tué tous les jeunes enfants, sauf toi et ton cousin. Voilà 6 printemps. Hommes et loups étaient alors concurrents, et l'agressivité de ces bêtes était telle que les mâles mangeaient leurs propres petits, malgré les cris des femelles.
C'est ce que les pisteurs avaient rapporté. Le loup avait donc tendu une embuscade à la meute. Les Saguets avaient transpercé le chef du groupe, sa compagne et les jeunes mâles. Le reste s'était dispersé. Les peaux des vaincus avaient alors été préparées pour servir de cap. Loup y avait gagné son nom. S'est revêtu de la peau et coiffé de la gueule du chef, qu'il avait ensuite mené ses hommes à la chasse aux rennes. Loup avait sauvé la horde de la famine. Oui, et les femmes pouvaient même confectionner des vêtements avec les peaux. Les hommes découpaient et mettaient la viande à fumer. La femme de Loup allait accoucher et elle s'était retirée dans la grotte des naissances où toi et moi sommes nés. Quel était son nom déjà? Nous ne le savons pas. La tradition la nomme justement, celle dont le nom ne nous est pas parvenu. Où en étais-je? Tu en étais à la grotte, grand-père, lui rappela Erel avec douceur. Bien sûr. Ah oui, elle devait y demeurer seule, selon la coutume. L'esprit protecteur des naissances veillerait sur elle. S'il la jugeait digne de donner la vie, elle survivrait. Lorsqu'inquiète de ne pas la voir revenir au bout de 2 jours, sa mère et sa sœur s'en allèrent la trouver. Elle découvrirent un étrange spectacle. Couchée sur sa litière, la femme berçait de beaux jumeaux. À ses côtés, une louve léchait ses blessures. La femme, devant leur stupeur, leur fit un sourire plein de bonheur, tout en caressant le poil de son étrange compagne. Puis elle désigna 2 formes qui gisaient un peu plus loin dans la pénombre. La dépouille de 2 jeunes hyènes à la gorge déchirée. Elle leur dit que tout allait bien et qu'elle voulait rester tranquille avec sa nouvelle amie qui l'avait sauvée d'une mort atroce. Elle leur affirma qu'elle ne risquait rien et leur demanda d'amener les hyènes, de les jeter à la fosse à déchets et surtout d'apporter un cuisseau de renne du meilleur choix pour la louve. Et pour elle-même, dans une écuelle d'écorce de bouleau, une bouillie de plantes et de viande hachée, macérée dans du jus d'érel. Que s'était-il passé, grand-père? Elle raconta comment les hyènes l'avaient surprise lorsqu'elle donnait la première tétée aux jumeaux. Comme dans un rêve, la louve s'était interposée, surgit du fond de la grotte. Celle dont le nom ne nous est pas parvenu s'était évanouie. À son réveil, la louve léchait ses bébés comme si c'était ses louveteaux. Mais lorsque les femmes revinrent avec le cuisseau et l'écuelle, l'animal était parti. Erel posa son regard sur la paroi de l'abri orné de peintures d'animaux. Elle chercha une image de la louve, penchée sur de petits dômes. C'est bien elle là, peinte sur la roche avec les jumeaux. Peut-être lui rappelait-il ces petits dévorés par les mâles. Cela, je crois que seule notre mère la louve le sait, et depuis lors, reprit Trois-Doigts, nous sommes la horde de la louve, en son honneur et sous sa protection. Voici pourquoi, contrairement aux hordes voisines, nous ne tuons pas nos frères loups. Un silence contemplatif suivit. Ainsi, tu crois que notre mère la louve est de retour, n'est-ce pas? Erel le regarda dans les yeux et fut prise de remords de ne pas avoir commencé son histoire par le début. Tu sais, grand-père, j'ai fait un drôle de rêve dans lequel la louve sauvait des bébés comme dans l'histoire de celle dont le nom ne nous est pas parvenu. Mais il y avait une suite. Une fois sortie de la caverne, elle se retrouvait encerclée par la meute des femelles affamées sous un grand rocher. Ce matin, je m'y suis rendue avec Petit Nez et j'y ai bien trouvé la femelle couleur sable en mauvaise posture. La suite, tu la connais, mais je suis sûre qu'elle nous a suivis et depuis, je sens sa présence alentour. Elle se cache. Crois-tu que... Oui, la femelle couleur sable que tu me décris est bien notre mère la louve. Elle nous apporte un changement et c'est toi qu'elle a choisi pour découvrir lequel. D'ailleurs, elle ne t'a pas choisi aujourd'hui, mais hier, en te sauvant des griffes d'un longue-dent. À ces mots, Erel regarda son grand-père en rougissant de honte. Si elle lui avait raconté comment elle et Petit Nez avaient sauvé la louve des morsures de la meute, elle ne lui avait rien dit de leur rencontre avec Longue-Dent. Pourtant, elle savait que Trois-Doigts finissait toujours par tout savoir. Elle allait s'excuser, mais l'homme sage lui sourit en la faisant taire d'un doigt sur ses lèvres. Ne dis rien, c'est inutile.
La louve vous a sauvé et ton rêve t'a envoyé la secourir à ton tour. C'est ce qui compte. Ça aussi, je l'ai lu dans les braises. Voilà, nous allons nous arrêter là. J'espère que cette nouvelle histoire vous plaît et que vous êtes impatient comme moi de lire la suite. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit j'aime ou vous abonner. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois pour continuer cette lecture.